Des physiciens viennent de trouver un moyen de rendre la gravité répulsive, donc de faire de l'antigravité. Bien sûr, dit comme ça peut sonner comme le genre de phrase qu'on lit entre deux articles sur les pyramides et les reptiliens. Sauf que là, ça vient de chercheurs d'Oxford, c'est du lourd. Et c'est probablement l'une des propositions les plus audacieuses de ces dernières années en physique fondamentale. Bonjour à tous. Alors, pas de l'antigravité dans le sens où vous allez flotter jusqu'à votre bureau demain matin. Vu l'état des transports en commun, on aurait aimé, c'est sûr. Mais c'est de l'antigravité plutôt dans le sens effet répulsif réel, donc mesurable en principe et qui, s'il était observé, résoudrait l'un des plus grands mystères de la physique. Le mystère même qui a rendu fou des milliers de chercheurs sur les 2 derniers siècles. On en parle aujourd'hui. Je vous rappelle rapidement que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendra beaucoup mon travail. Et sachez aussi que l'on a une newsletter gratuite où vous recevez tous les jours toutes les infos à ne pas louper. Tous les liens sont en description. La gravité, dans la relativité générale d'Einstein, elle est toujours attractive, n'est-ce pas? Pas parfois, mais toujours. Ce n'est pas une convention qu'on a choisie, c'est une conséquence directe de la manière dont la théorie a été construite. Et la raison, ou en tout cas pour comprendre pourquoi, il faut regarder comment fonctionne l'électromagnétisme. En électromagnétisme, vous avez 2 types de charges, donc des positives et des négatives, ce qui permet par exemple à un aimant de repousser un autre aimant. La gravité, elle, n'a pas cette chance. Le rôle des charges est ici joué par l'énergie. Or, l'énergie dans notre univers est toujours positive. Il n'existe pas de masse négative. C'est le fameux E égale mc2. Énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Bon, mais dans la vraie équation, c'est pas l'énergie, mais c'est une variation d'énergie, donc delta E, mais passons. Ça n'enlève pas la validité de l'explication ici, au contraire. En théorie de la relativité générale, donc celle qui explique la gravité, tout attire tout. Et point final, il n'y a pas de répulsion. Fin de l'histoire. Eh bien, c'est ce que l'on croyait jusqu'à aujourd'hui. En février 2026, 3 physiciens, Pablo Saldanha au Brésil, ainsi que Chiara Martello et Vlatko Vedral à Oxford, ont publié un papier qui propose une faille dans l'attraction universelle. Le plus intéressant, c'est qu'ils ne cherchaient même pas à fabriquer de l'antigravité. Leur vraie question était beaucoup plus profonde. Est-ce que la gravité elle-même est-elle quantique? C'est ça le vrai sujet de cette vidéo. On a 2 théories qui fonctionnent extraordinairement bien, chacune de leur côté. Ça, c'est le plus grand dilemme scientifique de notre siècle, et du siècle dernier d'ailleurs. Comment réconcilier physique quantique et physique générale? La physique quantique décrit le monde des atomes avec une précision hallucinante. La relativité générale décrit la gravité comme une déformation de l'espace-temps, et elle prédit les orbites des planètes jusqu'aux ondes gravitationnelles. Pareil, avec une précision hallucinante. Une analogie très simple. Les 2 marchent, les 2 sont vérifiées, sauf qu'elles sont fondamentalement incompatibles entre elles. C'est comme si vous aviez 2 notices de montage pour le même meuble Ikea, avec l'une qui vous dit « utilisez des vis » et l'autre qui vous dit « il n'y a pas de vis ». Et là, un théoricien qui débarque et qui propose d'essayer de monter votre meuble en 11 dimensions. Bref, vous comprenez pourquoi les chercheurs deviennent fous depuis toutes ces années? D'ailleurs, le premier à en avoir fait les frais, c'est Einstein lui-même, après avoir révolutionné la physique 2 fois, donc d'abord avec la relativité restreinte en 1905, puis la relativité générale en 1915. Il a passé les 30 dernières années de sa vie enfermé dans une quête d'unification. Pendant que le reste de la communauté avançait à toute vitesse sur la mécanique quantique, lui, il s'acharnait seul dans son bureau à Princeton, à essayer de réconcilier la gravité avec le monde quantique. Il est mort en 1955 avec des équations inachevées sur sa table de chevet. Ce qui veut dire que la question posée par ce papier de 2026, celle que ces 3 chercheurs tentent d'aborder par un angle complètement nouveau, c'est littéralement la question qui a hanté le plus grand physicien du XXe siècle jusqu'à son dernier souffle. Et pendant longtemps, tester la gravité quantique semblait complètement hors de portée, même ça semblait être de la science-fiction. Il aurait fallu des énergies comparables à celles du Big Bang, ou alors à réussir à aller observer ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Pour vous donner une idée de ce que ça représente concrètement, l'énergie à laquelle les effets de gravité quantique sont censés se manifester, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Planck, environ 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Le LHC au CERN, donc l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit par l'humanité, celui qui a permis de découvrir le boson de Higgs, il atteint seulement 10 puissance 4 gigaélectronvolts, seulement entre guillemets. Il manque donc 15 ordres de grandeur entre les deux.
C'est comme si on vous demandait de traverser l'océan Atlantique à pied et que votre meilleure technologie vous permettait de faire un seul pas. Vous voyez, autant dire rien de très praticable le mardi après-midi au labo. Mais voilà que déjà en 2017, deux équipes ont changé la donne. Sugato Bose à University College London d'un côté et Marletto et Vedral à Oxford de l'autre avaient proposé un protocole qu'on appelle désormais le test BMV, donc pour les initiales des 3 chercheurs. Le principe c'est le suivant. Vous prenez 2 objets massifs, donc des nanodiamants par exemple. Vous mettez chacun d'eux en superposition quantique de 2 positions. Puis vous les laissez interagir, uniquement par la gravité. Si la gravité est quantique, elle devrait créer de l'intrication entre les 2 objets. Or, l'intrication, c'est un phénomène purement quantique. Aucune interaction classique ne peut la reproduire. Donc, si vous observez de l'intrication générée par la gravité seule, vous avez votre réponse. La gravité serait quantique. L'idée a tellement enthousiasmé la communauté qu'en septembre 2025, 50 chercheurs, dont Roger Penrose lui-même, pour vous donner l'ampleur du truc, ont consigné un document de référence qui détaille justement la feuille de route expérimentale complète pour faire cela. L'ambition, c'est de tester la nature quantique de la gravité, sans accélérateur géant, sans satellite, sans le budget faramineux du LHC ou de la NASA. Malheureusement, ça c'était sur le papier, car le problème, c'est que le test BMV reste atrocement difficile à réaliser en pratique. Il faut maintenir 2 objets massifs en superposition quantique en même temps, suffisamment longtemps pour que leur intrication gravitationnelle ait le temps d'agir. Or, les objets massifs perdent leurs propriétés quantiques très vite. La décohérence les ramène dans le monde classique en une fraction de seconde. C'est un des plus grands problèmes en physique quantique. C'est d'ailleurs pour ça que personne n'a jamais vu votre collègue être physiquement à 2 endroits en même temps au bureau. Bon, même si mentalement c'est une autre question, j'ai déjà eu des collègues qui étaient mentalement en vacances alors qu'ils étaient au bureau. C'est là que ce nouveau papier rentre en jeu. Ces nouveaux chercheurs, ils proposent ici un raccourci assez malin. Au lieu de mettre 2 masses en superposition, ce qui est le cauchemar technique du test BMV, ils montrent qu'en fait, une seule suffit. Le montage est le suivant. Vous prenez une masse qu'on appelle entre guillemets la source et vous la placez en superposition de 2 positions distinctes. À côté, vous mettez une particule sonde, donc bien localisée celle-là, donc qui ne subit pas d'effet quantique quoi. La sonde ressent la gravité des 2 positions possibles de la source. Si la source est à gauche, la sonde est attirée vers la gauche. Si la source est à droite, la sonde est attirée vers la droite. Rien de surprenant, c'est de l'attraction classique, tout ce qu'il y a de plus normal. Le retournement arrive quand la source est aux 2 positions simultanément. Avec la bonne préparation de l'état quantique au départ, puis la bonne post-sélection lors de la mesure à la fin, les 2 attractions gravitationnelles interfèrent de manière destructive. Le résultat net, c'est que la sonde, elle est censée recevoir un transfert de quantité de mouvement dans la direction opposée à celle qu'on attendait. Elle est repoussée, dit simplement. La gravité vient de pousser au lieu de tirer. Ça semble violer quelque chose de fondamental de la réalité. Mais en fait, non. Si vous répétez l'expérience un grand nombre de fois, la moyenne vous redonne exactement le comportement classique attendu. La sonde est attirée vers la position moyenne de la source. Tout est conforme aux lois de la physique. Mais dans certaines réalisations individuelles, quand la post-sélection tombe sur le bon résultat, vous observez cet effet répulsif. Ça repose sur ce qu'on appelle les valeurs faibles anormales, donc un concept théorique qui existe depuis 1988, mais que personne n'avait encore appliqué à la gravité de cette manière-là. Ce qui rend ce résultat aussi excitant, c'est sa valeur de preuve. Ce n'est pas une nouvelle force fondamentale, c'est une force effective qui n'apparaît que pour des états quantiques spécialement préparés. Bien sûr, la clé, c'est qu'un champ gravitationnel classique, donc disons le voisinage du Soleil par exemple, et pour pas faire compliqué, il ne peut jamais produire de répulsion. Pour obtenir cet effet, il faut que 2 états distants de gravité interfèrent entre eux, ce qui n'est possible que si la gravité obéit aux règles quantiques. Donc si vous l'observez un jour, après avoir soigneusement éliminé toutes les interactions parasites, vous avez votre démonstration, la gravité est quantique, sans avoir besoin de mesurer l'intrication entre 2 objets, sans maintenir 2 masses en superposition en même temps. Juste une sonde donc qui part dans la mauvaise direction. Évidemment, la question qui suit, c'est où est-ce qu'on peut réaliser tout ça pour de vrai, en vrai, dans quel laboratoire? Parce que bon, sur le papier, c'est magnifique, mais la physique ne se fait pas que sur le papier. La masse source nécessaire serait d'environ 20 microgrammes, ce qui paraît ridiculement petit dit comme ça. Sauf que c'est encore 2 millions de fois plus lourd que ce qu'on sait placer en superposition quantique aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet écart fond à une vitesse que personne n'avait anticipée. En janvier 2026, l'équipe de Markus Ernst à Vienne
a réussi à faire interférer des nanoparticules de sodium contenant plus de 7000 atomes, pulvérisant le précédent record de manipulation d'objets quantiques d'un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur, ça veut dire qu'on vient de faire un bond 10 fois plus loin que tout ce qui existait avant. La décohérence se maîtrise de mieux en mieux. Les mesures de force gagnent en précision chaque année. On est clairement dans une phase d'accélération. La direction, elle est limpide. Et surtout, plusieurs équipes dans le monde y travaillent en parallèle. Il reste malgré tout un problème plus subtil. Peut-être le plus important de tous. Même si l'on observe cet effet répulsif demain matin. Comment être absolument certain que c'est bien la gravité quantique qui l'a produit et pas une autre interaction parasite? Parce que l'interaction gravitationnelle entre deux petits objets est ridiculement faible. À ces échelles, les forces de Casimir ou le simple bruit thermique sont des millions de fois plus intenses que le signal gravitationnel que l'on cherche. Alors, faut-il être optimiste ou sceptique? Les deux. Et c'est normal, c'est comme ça que la physique fondamentale avance. Pas en ligne droite, bien sûr, mais en spirale. On croit avoir trouvé la bonne question, quelqu'un montre qu'on posait la mauvaise, et quelqu'un d'autre la reformule, puis on progresse d'un cran. Le papier de Saldanha, Martello et Vedral, c'est une étape importante. Une étape vers un objectif que la physique poursuit depuis un siècle, et qui est quand même un des plus beaux paradoxes de l'histoire des sciences. La gravité, c'est la première force que l'humanité a formalisée. Isaac Newton en 1687. C'est celle que l'on ressent le plus directement, celle qui nous colle au sol à chaque seconde de notre vie. On l'enseigne au lycée, on le calcule au premier semestre de la fac, en long, en large et à travers, on fait que ça pendant tout le semestre. Et pourtant, en 2026, c'est la seule des 4 forces fondamentales dont on ne sait toujours pas si elle est quantique ou pas. L'électromagnétisme, on sait. La force nucléaire forte, on sait. La force nucléaire faible, on sait aussi. Toutes les 3 sont décrites par des théories quantiques vérifiées depuis des décennies. La gravité, elle, reste la grande inconnue. La plus familière de toutes les forces est aussi la plus mystérieuse. C'est peut-être pour ça que ce papier, même avec toutes ses limites techniques, suscite autant d'enthousiasme dans la communauté scientifique. Et justement, ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est à quel point les outils changent la donne, même dans la physique la plus fondamentale. Quand vous devez analyser des données noyées dans du bruit ou explorer des millions de configurations expérimentales pour trouver celle qui va marcher. Ce sont exactement les problèmes où l'intelligence artificielle excelle aujourd'hui. Les physiciens qui utilisent l'IA pour filtrer leurs signaux ne font pas une parenthèse technologique. Ils font de la physique, tout simplement, avec les outils de leur époque. Ce constat dépasse largement la physique quantique. Que ce soit dans la recherche, dans l'industrie, dans votre propre métier, l'IA n'est plus un truc qu'on utilise à côté du travail. Elle est en train de devenir le travail. Comprendre comment elle fonctionne, savoir l'utiliser correctement, laquelle utiliser, repérer quand elle raconte n'importe quoi, c'est aussi une compétence qui devient aussi fondamentale que savoir lire un graphique ou alors rédiger un email bien écrit. Messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà cette intuition. Donc si vous voulez passer de l'intuition à la maîtrise, comprendre concrètement comment tout ça fonctionne pour l'appliquer dans vos projets, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre.
Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, hein, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.